Le 22 octobre 2025, un pays sahélien a refusé 450 millions d'euros d'aide et le monde, habitué aux cordes invisibles de la dépendance, a retenu son souffle. Ce paradoxe entre pauvreté mesurée et fierté revendiquée fracture les récits établis, car l'acte ne parle pas d'argent, mais de qui tient la main qui nourrit. Et vous, que feriez-vous si l'on vous proposait le pain avec les conditions ? Surtout quand Ibrahim Traoré répète que la dignité est une récolte d'abord intérieure. Un choix finit par redessiner la carte morale. Cette décision ouvre une réflexion sur les dépendances et leurs implications. En suivant ce dossier, vous distinguerez la rhétorique des faits, les symboles des mécanismes, et saurez pourquoi un refus d'aide peut, paradoxalement, élargir le champ des possibles. Nous clarifierons d'abord les termes souveraineté, sécurité alimentaire, conditionnalité, puis nous déroulerons la chaîne d'événements, avant de mesurer, avec des chiffres précis, l'onde de choc. Une question se pose. Si l'aide était un levier neutre, pourquoi son retrait annoncé dérange-t-il tant d'architectes du système ? Vous verrez comment l'effet d'annonce rencontre la logistique, comment la logistique bouscule les prix, et comment les prix façonnent, jour après jour, la politique. Enfin, 3 scénarios à 6 à 12 mois et un guide d'attention citoyenne permettront d'évaluer, sans passion inutile, l'impact concret de ce pari sur les foyers, les marchés et les alliances régionales. En moins de 48 heures après l'annonce, les graphiques économiques se sont mis à vaciller. Le cours du soja a chuté de 4,3%, tandis que les analystes de 3 continents tentaient de comprendre comment un pays du Sahel venait d'inverser la logique mondiale de l'aide. Cette décision ne portait pas seulement sur un refus d'argent, elle dévoilait un déplacement du centre moral. Pour la première fois depuis des décennies, la pauvreté n'était plus présentée comme une faute, mais comme une position de résistance. Dans la capitale de Ouagadougou, les mots d'Ibrahim Traoré ont franchi les écrans. Nous ne nourrirons pas notre peuple avec des chaînes déguisées en charité. Cette phrase, captée par une caméra locale, a fait en 24 heures le tour des radios communautaires, puis des rédactions internationales. Ce basculement narratif, du besoin vers la dignité, a enclenché la mécanique d'un récit nouveau. Un continent qui se découvre capable de dire non. Le contexte historique éclaire la portée du geste. Depuis 1991, plus de 60% des programmes agricoles burkinabés étaient cofinancés par des institutions occidentales. Leur suspension signifiait, selon les observateurs, un risque immédiat sur les récoltes de 2006. Pourtant, dans les villages du centre-nord, les cultivateurs parlaient déjà de réapprendre à planter ce qu'on comprend. L'acte politique rejoignait le geste quotidien. Dans les chancelleries européennes, on évoquait un précédent dangereux. À Bamako et Niamey, au contraire, on parlait d'une contagion salutaire. Ce contraste dessinait la carte du moment. D'un côté, la crainte de l'effondrement, de l'autre, la fascination pour l'autonomie retrouvée. Entre les deux, Ibrahim Traoré se tenait, jeune et calme, face à l'Assemblée nationale, incarnant la tension même entre survie et souveraineté. Un pays minuscule au cœur du Sahel venait d'ouvrir un débat planétaire sur la valeur réelle de l'aide. À Kaya, au nord du Burkina Faso, Mariam Zongo, animatrice de radio communautaire, se souvient du matin où elle a lu la déclaration d'Ibrahim Traoré en direct. Sa voix tremblait, mais derrière le micro, elle sentait une fierté qu'aucun script officiel ne pouvait contenir. « Ils nous ont offert des graines, dit-elle haut, mais nous avons choisi notre sol. » En quelques heures, les lignes téléphoniques de la station se sont saturées. Des auditeurs de Tenkodogo, Dori et Bobo Dioulasso appelaient pour raconter la même émotion, celle d'un peuple qui se reconnaît enfin dans les mots d'un des siens. Au marché central, un vieil homme, Issouf Ouedra Ogo, agriculteur retraité, a brandi une poignée de graines locales comme un manifeste silencieux. Autour de lui, la foule s'est mise à chanter. « Nous mangerons de nos champs, pas de leurs mains.
Ce jour-là, les médias occidentaux parlaient de chaos économique. Dans les rues, on parlait d'un commencement. Les premiers effets se sont fait sentir dès la semaine suivante. Un regain de coopération entre coopératives rurales, la relance d'anciens canaux d'irrigation et surtout une idée contagieuse, celle que la dépendance n'est pas une fatalité géographique, mais une habitude mentale que l'on peut rompre. Ce n'était plus un dossier diplomatique. C'était une expérience collective de réappropriation. Le geste d'un homme venait de réveiller le vocabulaire d'un continent. Un symbole devient force lorsqu'il nourrit les mains qui l'acclament. Le 22 octobre 2025, tout commence par une conférence de presse de 20 minutes. Pas de drapeau européen derrière le pupitre. Seulement un micro et un visage calme. Ibrahim Traoré lit lentement. « Nous ne voulons plus d'aide liée. Nous voulons nos champs libres. » La phrase tombe comme un coup ferré. Dans la salle, les conseillers se figent. Quelques caméras tremblent. Un silence, puis une tempête. Les agences reprennent aussitôt. Reuters titre « Burkina Faso. Un refus insensé. » La BBC évoque un suicide agricole. En 2 heures, les marchés spéculent, les taux s'ajustent. Le franc CFA vacille d'un demi-point. Dans les capitales, les communiqués se rédigent à la hâte. Les uns parlent d'orgueil, d'autres de courage, mais personne ne reste neutre. À Ouagadougou, la nouvelle circule plus vite que la poussière. Les vendeuses de tomates arrêtent un instant leur balance. Dans la chaleur de midi, les radios communautaires rediffusent le discours entre 2 chansons populaires. Les mots « chant » et « aux dépendances » se gravent dans les esprits. Au coucher du soleil, la ville est en liesse. Des milliers de jeunes convergent vers la place de la Nation. Téléphone levé. La nuit suivante, le hashtag « Nous ne sommes pas » à vendre explose sur les réseaux. À Lagos, à Nairobi, à Accra, les vidéos de soutien affluent. On y entend le même refrain « Nous ne sommes plus le continent de la pitié ». Mais derrière l'enthousiasme, la machine du monde réagit. À Paris, les conseillers du ministère s'inquiètent d'un effet Sahel. À Washington, un mémo confidentiel de l'USAID alerte. Si le Burkina dit non aujourd'hui, qui dira non demain? Moins 48 heures, l'aide promise est suspendue. Les crédits de développement gelés. Sur le terrain, les convois de matériel agricole s'immobilisent. Les entrepôts restent fermés. Pourtant, dans les campagnes, une autre logistique s'improvise. Des associations locales redistribuent les semences anciennes. Les universités ouvrent leurs jardins expérimentaux. Des ingénieurs retraités rouvrent des canaux d'irrigation oubliés. La tension monte. Les prix du riz et du carburant doublent. Les commerçants s'adaptent. Troc, circuits courts, partage communautaire. Le pays entre dans une forme d'économie de résistance. Et au milieu de cette tourmente, Ibrahim Traoré réapparaît sur les écrans. Pas de téléprompteur, pas de notes. Il dit simplement « Nous pouvons avoir faim un jour, mais nous posséderons notre faim ». Ces mots déclenchent la phase suivante. Le Mali et le Niger publient des messages de solidarité. Les frontières politiques se transforment en lignes de confiance. Une réunion discrète se tient à Ouagadougou. Les 3 gouvernements évoquent la possibilité d'une déclaration du Sahel sur la souveraineté agricole. Lorsque la presse en parle enfin, 3 semaines ont passé. Les images montrent des champs où les paysans travaillent, sans uniforme, ni logos étrangers. Le geste initial est devenu mouvement. Le mouvement, doctrine. Et la doctrine, contagion. Une tempête d'un jour peut devenir le climat d'une génération. L'effet du refus s'est mesuré plus vite que prévu. Au bout de 3 semaines, la Banque mondiale a estimé une contraction potentielle du PIB de 2,7%, alors que le gouvernement tablait sur une baisse temporaire de 1%. Ce premier écart, modeste mais symbolique, a cristallisé la tension entre pronostics extérieurs et réalité locale. Les importations agricoles ont chuté de 18% en un mois.
mais la production vivrière nationale a progressé de 5% sur la même période. Une différence que les analystes n'avaient pas anticipée. L'économie informelle compensait déjà en partie la fermeture des circuits officiels. La part des semences locales dans les cultures saisonnières est passée de 22% à 41%, selon les relevés du ministère de l'Agriculture. Derrière cette croissance, il n'y avait ni miracle, ni subvention, mais un réflexe de survie coordonné. Les universités, les retraités et les associations rurales avaient mutualisé leur stock d'espèces anciennes. Ce résultat a remis en cause un dogme. La dépendance aux intrants importés n'était pas une fatalité structurelle. La consommation d'engrais chimiques a baissé de 35%, entraînant une réduction simultanée de 12% des coûts de production par hectare. Ce glissement apparemment paradoxal a redonné de la marge à des milliers de petits exploitants. À partir de ces chiffres, une dynamique nouvelle est apparue. Les pertes macroéconomiques immédiates s'opposaient à des gains microéconomiques diffus mais tangibles. Ibrahim Traoré a utilisé ces écarts pour bâtir sa rhétorique. Ce que nous perdons en vitesse, nous le regagnons en racines. Les experts occidentaux y ont vu une justification politique. Les observateurs régionaux, un indicateur de transition. Car si la devise nationale restait fragile, la cohésion sociale, elle, se consolidait. Dans les villages, le mot autonomie commençait à supplanter celui d'aide. Les écoles d'ingénieurs lançaient dans des modules intitulés « Économie de résilience ». Les marchés adoptaient des pratiques de troc numérique par téléphone, contournant les chaînes d'importation figées. Chaque chiffre racontait désormais plus qu'une tendance, une réécriture du rapport entre contraintes et choix. Et dans cette réécriture, Ibrahim Traoré se posait non plus en chef d'État isolé, mais en catalyseur d'expérience. Les diplomates étrangers ont noté la constance du message. Pas d'excuses, pas de recul. Les mêmes mots revenaient, sobres. Nous construisons notre lenteur. Derrière cette lenteur apparente se dessinait une stratégie d'endurance, presque biologique. Vivre avec moins pour dépendre de soi. Les chiffres n'ont pas infirmé le pari. Ils l'ont matérialisé. Les critiques de la décision n'ont pas tardé. Pour les économistes du FMI, refuser 450 millions d'euros dans un pays où le revenu annuel moyen ne dépasse pas 830 $ relevait du pari dangereux. Sans ces fonds, disait-il, les infrastructures rurales s'effondreraient, la production déclinerait et l'exode vers les villes s'accélérerait. Ils y voyaient la répétition d'un cycle d'austérité, masqué sous le discours de la fierté. Leur argument était précis. Une nation isolée ne peut pas soutenir ses prix, ni financer ses importations vitales. La dépendance, selon eux, est un mal nécessaire, une forme d'assurance collective contre la faillite. Mais l'autre camp formulait une thèse tout aussi structurée. Les universitaires d'Accra, de Niamey et de Bamako affirmaient que l'aide étrangère, loin d'être neutre, avait créé une élite dépendante formatée par les conditionnalités. L'autonomie n'était pas un luxe idéologique, mais une question de survie culturelle. Dans leur tribune, ils citaient les précédents. La Côte d'Ivoire des années 1980, le Malawi après les subventions du maïs, ou encore le Mozambique dépendant à 70% des importations. À chaque fois, la promesse d'aide pour la croissance s'était muée en contrainte politique. Entre ces deux pôles, Ibrahim Traoré avançait un raisonnement inattendu. L'aide ne crée pas toujours le développement, mais elle formate les critères par lesquels on le mesure. En d'autres termes, un pays qui choisit de perdre un chiffre de PIB peut gagner un degré d'indépendance stratégique. Ces conseillers parlaient de économie de substitution cognitive, remplacer la peur du manque par la pratique du lien. Dans cette logique, la pauvreté cessait d'être un déficit à combler, pour devenir une matière première à transformer. Face aux colonnes de chiffres, cette approche semblait fragile. Pourtant, elle résistait aux tests du terrain.
Les observateurs de la FAO ont noté que la productivité agricole par jour de travail avait progressé de 7% depuis la réforme. La controverse a cessé d'opposer morale et économie. Elle redéfinissait la notion même de viabilité. Un geste devient doctrine. Ce qui n'était qu'une décision solitaire d'Ibrahim Traoré s'est mué en mouvement régional. Au Mali, au Niger, puis au Tchad, des ministres se sont rendus à Ouagadougou sous haute sécurité. Les portes closes de cette rencontre ont accouché d'un texte bref, à la fois politique et poétique. Une déclaration du Sahel. Une phrase en résume l'esprit. Si la faim est le prix de la liberté, nous le payerons ensemble. Ces mots ont circulé comme une onde. À Bamako, des étudiants ont brandi des pancartes. À Dakar, des chanteurs de rue les ont transformés en refrains. La solidarité n'était plus un slogan, mais une contagion. Les chancelleries occidentales, d'abord perplexes, ont compris qu'il ne s'agissait plus d'un incident burkinabé, mais d'un précédent politique. Le monde découvrait que la pauvreté pouvait devenir un levier d'influence. Sur les réseaux, la formule « le sol se souvient » se propageait, symbole d'un réveil identitaire panafricain. Le récit changeait de dimension. Le refus d'un chèque devenait la naissance d'une idée. Le premier impact s'est que fait sentir au-delà des frontières. Au Mali et au Niger, les ministères de l'Agriculture ont suspendu plusieurs programmes financés par des bailleurs étrangers pour privilégier des projets régionaux. Le ton s'est durci à Abuja, adouci à Niamey. L'idée d'un corridor alimentaire du Sahel a gagné du terrain. Les diplomates européens ont parlé d'un risque d'alignement souverain, mais sur les marchés frontaliers, on y voyait surtout un échange d'expériences techniques. Les ingénieurs maliens partageaient des plans d'irrigation low cost, tandis que les coopératives nigériennes envoyaient leurs semences. La coopération renaissait hors des cadres habituels. Dans les diasporas africaines, surtout à Paris, Atlanta et Abidjan, la figure d'Ibrahim Traoré s'est imposée comme un repère identitaire. Des collectifs étudiants ont organisé des débats sous le titre « L'aide ou l'autonomie ». Les échanges en ligne ont explosé, 12 millions de vues pour un documentaire indépendant sur la doctrine Traoré. Cette jeunesse, souvent accusée de désintérêt politique, redécouvrait un vocabulaire oublié. Dignité, sol, patience. Le patriotisme cessait d'être une nostalgie. Il devenait une stratégie d'émancipation. Dans les couloirs des Nations Unies, des diplomates asiatiques et latino-américains ont cité l'exemple burkinabé comme preuve qu'une économie petite pouvait modifier les codes d'influence. L'Indonésie et la Bolivie ont ouvert des discussions sur les échanges sud-sud en agriculture. Le concept de souveraineté partagée s'est invité dans les forums économiques africains, bousculant les agendas d'aide. Les grandes puissances, elles, ont réagi par précaution. La France a gelé 72 millions de fonds. Les États-Unis ont révisé plusieurs accords commerciaux. Mais dans cette tension, un nouveau langage diplomatique apparaissait, celui du respect sans tutelle. Sur le terrain, la mutation était palpable. Les coopératives rurales ont augmenté de 28% leur volume de production entre janvier et juin 2026. Les marchés urbains se sont adaptés. Circuits courts, monnaie locale, troc digital. Les prix se stabilisaient lentement, mais la perception publique, elle, s'était déjà inversée. Les familles disaient « Nous avons moins, mais c'est à nous ». Cette phrase, reprise par Ibrahim Traoré dans un discours, résumait la transition mieux que n'importe quel graphique. La pauvreté choisie valait mieux que l'abondance imposée. En 9 mois, le pari du refus avait produit 4 transformations concrètes, économiques, sociales, symboliques et diplomatiques. La liberté ne se mesure pas au PIB, mais à la proportion d'efforts partagés. Le Burkina Faso stabilise lentement son économie autour d'un modèle mixte. L'État consolide les circuits locaux, négocie avec de nouveaux partenaires africains et conserve une croissance modeste de 1,5%. Les prix alimentaires
se normalisent après le pic initial. Les importations reprennent sous forme sélective, avec priorité donnée aux produits non agricoles. Dans cette voie, le pays survit sans s'effondrer. Les institutions tiennent, la monnaie reste stable, et la population s'habitue à une autonomie imparfaite mais durable. L'élan initié par Ibrahim Traoré ouvre la voie à une alliance économique régionale. 5 nations du Sahel adoptent un programme commun de production vivrière, réduisant de 25% leurs importations en un an. La coopération technique remplace l'aide budgétaire et le commerce intra-africain augmente. Les universités africaines lancent des incubateurs agroécologiques. La jeunesse y trouve une forme d'espoir concret. Si la tendance se poursuit, l'Afrique de l'Ouest pourrait, d'ici 12 mois, créer son premier corridor alimentaire autonome. Cette perspective suppose un équilibre fragile entre discipline interne et tolérance extérieure. Elle n'exclut pas les tensions, mais les transforme en moteurs. Les sanctions s'étendent, les flux de capitaux se raréfient et le pays entre en récession prolongée. Les ménages, sous pression, reviennent à l'économie de survie. Les classes moyennes migrent vers les pays voisins. Dans cette hypothèse, le symbole résiste, mais le système plie. Le risque majeur serait la fracture entre idéalisme politique et endurance sociale. Pourtant, même dans cette version sombre, la notion de souveraineté ne disparaît pas. Elle se transmet sous forme de mémoire. Si l'on admet que la dépendance coûte plus que la pauvreté, alors la liberté n'est plus un choix économique, mais une métrique de civilisation. Les 12 prochains mois décideront non pas du succès d'un homme, mais de la capacité d'un peuple à convertir le sacrifice en méthode. 3 trajectoires possibles convergent vers une seule constante. Le sol reste l'actif le plus stable. Dans les foyers de Ouagadougou, les conversations ont changé de ton. On ne parle plus d'aide internationale, mais de récolte, de pluie, de gestes à transmettre. Ce changement d'angle, presque intime, marque la profondeur du mouvement initié. Une mère de famille résume « Avant, nous attendions les camions. Maintenant, nous attendons la saison. » Cette phrase, simple et presque naïve, condense une transformation culturelle. Elle circule de bouche en bouche, jusqu'aux radios communautaires, comme un refrain de confiance tranquille. Chez les jeunes, le récit d'Ibrahim Traoré devient une matrice d'imaginaire collectif. Des étudiants de Bobo Dioulasso lancent des clubs racines, où l'on débat d'agriculture, de souveraineté et de technologie locale. Les réseaux sociaux, souvent accusés de superficialité, se transforment en laboratoires d'idées. Des vidéos montrent des mains plantant des graines sous la légende. La liberté pousse lentement. Les entrepreneurs redéfinissent leurs priorités. Moins d'importation, plus d'innovation frugale. Des start-up rurales proposent des pompes solaires recyclées, des séchoirs à fruits conçus avec du métal local. Les écoles enseignent désormais la science du sol comme une matière de fierté nationale. À l'étranger, la diaspora se réapproprie le récit. Dans les cafés d'Abidjan, les librairies de Dakar ou les campus européens, on parle d'un Burkina Faso non plus victime, mais pionnier. Les mots changent. Pauvreté devient prudence. Dépendance devient choix. Ce nouvel imaginaire social, encore fragile, redéfinit ce que signifie être libre dans un monde saturé de promesses. La fierté, ici, ne se mesure pas au bien possédé, mais à la cohérence retrouvée entre paroles et semailles. Un peuple se découvre lorsqu'il cesse d'attendre qu'on le découvre. Le gouvernement burkinabé a divisé la transition en 5 étapes, chacune assortie d'un indicateur clair. Les communes rurales identifient les terres en friche et les réseaux d'irrigation inactifs. Résultat attendu. 80% du territoire agricole cartographié d'ici mars 2026. Les ingénieurs retraités forment les coopératives à l'entretien des systèmes hydriques. 3 sessions par province, supervisées par les universités publiques. Les centres de recherche reproduisent 50 variétés locales adaptées au climat sahélien.
L'objectif: couvrir 60% des besoins nationaux en 2 campagnes. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso harmonisent leurs normes de stockage et de transport. Un comité mixte publie un bulletin mensuel sur la sécurité alimentaire régionale. Des radios locales diffusent chaque trimestre les chiffres de production et les prix moyens. La transparence devient instrument de cohésion. Dans ce dispositif, Ibrahim Traoré fixe un principe unique. Tout ce qui se mesure se maîtrise. Son équipe a remplacé les rapports d'experts étrangers par des audits participatifs. Les données collectées par téléphone via les coopératives alimentent un tableau de bord accessible à tous. L'enjeu n'est plus de séduire les bailleurs, mais de convaincre les producteurs que l'autonomie se calcule. Les indicateurs sont simples. Taux de dépendance aux importations, rendement par hectare, variation des revenus ruraux. La feuille de route ne promet ni miracle ni abondance. Elle définit un rythme. Et dans ce rythme, chaque saison devient un vote silencieux pour la dignité. La liberté n'est durable que lorsqu'elle s'audite elle-même. Un soir de saison sèche, Mariam Zongo reprend le micro dans son studio exigu de Kaya. La même voix qui, 1 an plus tôt, tremblait en lisant la déclaration d'Ibrahim Traoré, résonne maintenant avec assurance. Elle raconte les champs reverdis, les marchés rouverts, les enfants qui récitent des proverbes sur la terre. Sa phrase de clôture, devenue proverbiale, résume tout. Nous avons moins, mais nous avons nous. Dans la capitale, le président marche-pied, nu lors d'une cérémonie symbolique. Pas d'hymne, pas de drapeau, seulement un bol de graines tenu à hauteur de cœur. Autour de lui, des agriculteurs, des étudiants, des mères de famille. Ce geste silencieux clôt une année de défis. Les observateurs étrangers y voient un rituel politique. Les Burkinabés y lisant un acte de foi. Entre le grain et la parole, la frontière s'efface. Et dans le souffle chaud du Sahel, les radios locales diffusent à nouveau la même mélodie, celle d'une liberté qui ne demande plus la permission. La dignité est une semence qu'on sème ensemble. Au fil des mois, l'histoire du Burkina Faso a cessé d'être une exception. Elle est devenue un miroir. Dans ce miroir, chaque nation voit sa propre dépendance, chaque citoyen sa part de responsabilité. Ce n'est plus seulement l'histoire d'un refus, mais d'une redéfinition du possible. Les champs redevenus fertiles, les voix réunies autour de radios rurales, les marchés où l'on échange sans intermédiaire. Tout cela compose un récit où la liberté prend corps. À travers le Sahel, les enfants se chantent désormais un refrain simple. Nous avons planté notre avenir. Ce n'est pas un slogan, c'est un acte de mémoire. Et si l'on écoute bien, derrière les statistiques, on entend encore le murmure d'Ibrahim Traoré. Nous n'avons pas demandé la permission d'être libres. Cette phrase ne réclame pas d'applaudissements, mais une question. Jusqu'où accepterons-nous que l'aide définisse notre valeur? La liberté ne s'importe pas, elle se cultive. Si cette histoire vous parle, partagez-la. Non pour l'héroïsme, mais pour l'exemple.